Dernier préparatif avant de vous accueillir sur le plateau d'Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, ici au Parlement européen. Dans cette émission, nous parlons des organismes génétiquement modifiés. Nous irons en Espagne, qui est le premier pays européen pour la culture des OGM. Mais d'abord, le tour d'Europe avec cette question. L'euro va-t-il survivre à la crise ? Coup de chaud dans la zone euro. Après la Grèce et le Portugal, c'est au tour de l'Espagne d'inquiéter les marchés boursiers. Quelques jours après avoir vu sa note dégradée par une agence de notation, Madrid doit tenter de rassurer ses investisseurs. Et c'est José Luis Zapatero, le Premier ministre, qui s'y colle. Si une rumeur de ce genre, qui est, j'insiste, une énorme absurdité, parvient à provoquer aussi rapidement un tel effet sur nos marchés financiers, alors ce serait très grave. Oui, très grave. Tout cela n'a aucun fondement. Et le Fonds monétaire international l'a dit très clairement. Les dernières données sur l'évolution économique de notre pays vont d'ailleurs le démontrer. Une déclaration qui n'a pas eu l'effet escompté sur les marchés. La crainte d'une contagion a fait augmenter les taux d'intérêt accordés à l'Espagne. En réaction, Madrid a promis un plan d'austérité pour ramener son déficit public de 11,2 à 3%. La Grèce entre soulagement et inquiétude. En échange d'un plan de soutien de 110 milliards d'euros, elle se prépare à une cure d'austérité sans précédent. Le programme est fortement basé sur une contraction des dépenses et accessoirement sur une augmentation des recettes. Il prévoit en outre, ce que nous ne cessions de demander, d'importantes réformes structurelles, notamment en matière de retraite, en matière de marché du travail et en ce qui concerne la nécessaire réforme budgétaire. Le plan de soutien sera lancé le 19 mai prochain. 30 milliards de prêts à la charge du FMI, 80 milliards à la charge des pays de la zone euro. Les mêmes pays qui ont exhorté le secteur bancaire à continuer de soutenir la Grèce. Le retrait des banques étrangères pourrait aggraver la violente récession qui attend la population grecque. Pour l'avenir, Paris et Berlin veulent durcir le pacte de stabilité qui a prouvé, selon Angela Merkel, sa totale inefficacité. La Belgique au bord de l'implosion. Une fois de plus, les discriminations dont sont victimes les francophones vivant en territoire flamand ont fait exploser le gouvernement d'Yves Le Terme. Depuis le 22 avril, la Belgique est à nouveau sans tête et les tensions sont toujours vives. Des élections législatives anticipées devraient se dérouler le 13 juin prochain, 3 semaines avant l'arrivée du pays à la tête de l'Europe. La Belgique est en passe de devenir le premier pays européen à interdire le port de la burqa dans tout son espace public. La France devrait faire de même. Un exemple que Sylvana Koch-Merin voudrait voir s'étendre à d'autres pays. L'eurodéputée allemande appelle à l'interdiction du port de la burqa pour l'ensemble de l'Union européenne. Voilà pour ce tour d'Europe réalisé par Marie-Laetitia Bourriez et Nora Hamadi. Retour à Bruxelles, au Parlement européen, avec nous Alejandro Cercas. Bonjour. Vous êtes député espagnol, porte-parole du groupe des socialistes européens et démocrates. Alors, la crise de confiance se propage en Europe. Après la Grèce, c'est maintenant l'Espagne qui est attaquée par les marchés. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi ces rumeurs? Bon, ils ont profité une nouvelle qui est une des agences de qualification des 3 qui sont reconnues à un niveau universel a descendu une échelle. L'Espagne c'est au plus haut niveau parce que vraiment c'est le pays moins endetté de la zone euro. Mais il a suffi que Standard & Poor's descende à un niveau la qualification de notation Standard & Poor's pour que les rumeurs, bien sûr la rumeur est intéressée, attaque la dette souveraine espagnole. Mais la rumeur fait quand même beaucoup de ravages. Mais bien sûr, mais c'est très intéressant le moment que nous sommes en train de vivre parce que au-delà de la réalité, il y a des problèmes bien sûr, mais les problèmes sont exagérés pour sortir les profits des gens qui sont dans des marchés spéculatifs, qui ont investi très fort
ils ont investi à la baisse. Ils ont fait un pari de que vraiment, à la fin, on va briser la capacité de retournement de la dette et qu'on va briser l'euro, parce que c'est une bataille aussi contre l'euro. Mais qu'est-ce qui a poussé les marchés à attaquer l'Espagne? Quel est le problème avec l'Espagne? C'est peut-être pas tout à fait la même situation que la Grèce. Il y a un taux de chômage très important dans le pays. Oui, mais le taux de chômage, c'était chronique dans notre pays. C'est vrai que nous avons un taux de chômage beaucoup plus élevé que l'Europe, mais même quand nous étions les champions d'Europe en croissance économique, nous avons été pendant presque 5 années. Mais nous avions aussi à ce moment, le chômage n'explique pas ces attaques spéculatives. On explique les attaques spéculatives parce qu'il y a des gens qui ont investi très fort contre l'euro et qui ont investi très fort contre la dette souveraine de certains pays de l'Europe. Ils ont profité, ils vont gagner des milliers de millions d'euros en investissant contre l'euro, en investissant en pariant que l'euro va descendre et en pariant aussi que la dette espagnole, d'autres pays aussi, qui sont visés, seront les suivantes. Vous pensez qu'il y a un risque réel de contagion en Europe? Mais bien sûr, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est absolument... les spéculateurs. Les spéculateurs, être les maîtres de l'avenir de notre pays. Et briser l'Europe et briser l'euro. Ça, c'est les paris. Mais l'Europe a peut-être des moyens de réagir, en tout cas si elle se montre... Non, malheureusement, ce qui montre aujourd'hui la situation grecque, et pourrait montrer demain la situation d'autres pays européens, c'est que l'Europe, malheureusement, a une monnaie unique, mais il n'a pas les instruments économiques pour avoir une politique économique commune. Et même, nous n'avons pas la possibilité d'avoir la possibilité de nous endetter comme Européens à taux raisonnables. Il faut que chaque pays s'endette à des taux qui disent les marchés. Alors les marchés il n'y a pas de coordination suffisante. Et quand Mme Angela Merkel propose de réformer le pacte de stabilité en Europe, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, en y incluant la possibilité de sanctions pour les pays qui ne respectent pas les règles dans la zone euro? Mais écoutez, la question c'est pas seulement ça, parce que nous avons eu le pacte de stabilité a été très bien suivi par tous les pays, par mon pays notamment, a été excédentaire. C'était le seul pays excédentaire jusqu'à il y a 2 années. Ce qui n'était pas forcément le cas de la France, par exemple. Mais ce qui nous manque, c'est une gouvernance économique au niveau européen, de dire, bon, est-ce qu'on peut attaquer dans certains pays de l'Europe, mais pourquoi on règle ensemble la question de l'endettement public. C'est ça ça serait la vraie solution. Et surtout, de mettre sous le contrôle de la politique et des biens communs, mettre les agences de notation, tous les nouveaux systèmes et mécanismes financiers internationaux qui sont en train de jouer contre, à la baisse, tous les dérivés, tous les systèmes financiers internationaux qui maintenant grossissent avec la disgrâce des autres. C'est une bêtise énorme. La disgrâce, c'est aussi l'état d'impuissance dans lequel semble plonger l'Europe, qui a du mal à parler d'une seule voix, qui essuie donc des turbulences au niveau de sa monnaie. État des lieux de cette crise de gouvernance avec Florence Maurice. Un euro qui dévisse face au dollar, une union monétaire en danger, des capitales divisées. La crise grecque, premier grand test pour la nouvelle architecture politique européenne, révèle ses faiblesses au grand jour. Retour en arrière, 13 décembre 2009, les dirigeants européens célèbrent en grande pompe la signature du traité de Lisbonne. La nouvelle Europe, dit-on, est en marche. Sans symbole, un nouveau poste de président stable du Conseil confié à Herman Van Rompuy, l'Europe désormais va parler d'une seule voix. 5 mois plus tard, c'est l'inverse qui s'est produit. La crise grecque marque le grand retour des tractations d'État à État en Europe. L'Allemagne, prisonnière de ses échéances électorales, a joué cavalier seul. Quant à Herman Van Rompuy ou José Manuel Barroso, ils sont restés inaudibles. Sur la scène internationale, on s'interroge. Où est l'Europe, titre le New York Times. Barack Obama, lui, n'assistera pas au prochain sommet Union européenne-États-Unis. À quelques jours du 60e anniversaire de la déclaration Schuman, le projet européen paraît bien malmené. Voilà, le projet européen semble un peu en souffrance en ce moment. Alejandro Cercas, pourquoi l'Europe, selon vous, n'est-elle pas capable de s'unir, de parler d'une seule voix pour peut-être mieux résister aux spéculateurs quand l'urgence l'impose, et c'est le cas actuellement? Écoutez, j'ai une idée bien précise, c'est parce qu'on retourne en arrière vers le nationalisme. On retourne vers les idées vieillards qui ont compromis l'avenir de l'Europe.
Loin de cette Europe rêvée et fondée par les pères. C'est ça, nous sommes en train de retourner, il y a toujours la tentation de retourner vers l'isolation. Certains pays de l'Europe, surtout les pays plus forts, ils essayent d'imaginer un avenir que rester tout seul, ça serait beaucoup mieux qu'être ensemble. C'est-à-dire, c'est pas l'Europe qui est dans un moment difficile, c'est l'européisme qui s'affaiblit dans la conscience, la manque d'un leadership en Europe, la manque d'un compromis pour l'Europe, c'est ça qui travaille contre nous, contre tous nous. Il y a peut-être une urgence à mettre sur pied le fameux gouvernement économique dont tout le monde parle. José Luis Zapatero plaidait pour ça. Qu'est-ce que l'Europe attend? C'est parce que nous regardons, ce sont les autres, c'est les Grecs qui ont un problème. Et les gens n'imaginent pas que le problème, c'est pas simplement en Grèce. C'est aussi en Espagne, en France, en Italie, demain au Royaume-Uni, même en Allemagne. Parce qu'ils ont brisé l'euro. Ils n'ont pas été heureux avec la Constitution européenne. Ils sont contre l'Union européenne. Ils sont contre que les marchés, disons les marchés, les gens qui sont dans tous les marchés financiers du monde ne sont pas contents qu'il y ait une autorité européenne, une capacité européenne d'agir sur... Mais vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de la zone euro? Je suis partagé. Il y a des jours que j'ai dit, mais c'est si clair que notre leader vont comprendre qu'il faut aller en avance, marcher en avant. Mais autre jour, on reçoit des nouvelles des pays que, par contre, c'est la tentation nationaliste de se replier sur l'arrière. Mais ce sont des semaines historiques en Europe. On va essayer dans les prochaines semaines de dire si nous voulons vraiment sauver l'Europe, on le sait que l'Europe tombe dans les mains des marchés spéculatifs. Merci, on a bien compris votre message, Alejandro Cercas. Merci d'avoir été l'invité de cette partie d'actualité. On rejoint tout de suite François Baudonnet et ses invités pour parler des OGM en Europe. Et oui, direction l'Espagne qui est le premier pays européen producteur d'OGM. Cela pose des problèmes entre les agriculteurs qui produisent avec des OGM et ceux qui ont fait le choix contraire. Regardez ce reportage, il est signé Florence Maurice et Violaine Vermogo. L'Aragon en Espagne est la championne d'Europe pour la production de maïs OGM. Juan Carlos tente ici de maintenir son exploitation biologique, un choix de plus en plus difficile à défendre. C'est mon voisin là, il est en train de répandre des herbicides. J'ai planté 3000 arbres plus ou moins, mais la plupart sont en train de mourir. Regardez, c'est à cause des herbicides. Ces arbres, c'est son ultime rempart contre les OGM. Depuis l'autorisation des cultures transgéniques en Europe en 1998, ses voisins s'y convertissent les uns après les autres. Dans cette région venteuse, le pollen du maïs circule facilement d'un champ à l'autre. Juan Carlos a déjà perdu 2 récoltes à cause des contaminations. Le maïs a été contaminé par pollinisation. Voilà tout ce qui reste de ma dernière récolte il y a 2 ans. Juan Carlos a donc semé de la luzerne à la place du maïs. Chaque contamination, c'est une perte de 12 000 € et la disparition d'une variété qu'il protégeait depuis 30 ans. Mais parler de conséquences économiques ne veut rien dire. Une semence n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Comment estimer le prix d'années de travail sur une variété historique? C'est une perte pour tout le monde, une perte à l'échelle de l'humanité. C'est perdu, et c'est tout. Le principe de l'Europe en matière d'OGM, c'est pourtant celui du libre choix. L'Union décide des semences autorisées et chaque État choisit ensuite de les cultiver ou non. 7 pays ont déjà interdit le maïs OGM. Alors pour les semenciers, l'Espagne, c'est un peu devenu l'Eldorado. Toute l'année, ses représentants sillonnent la région de ferme en ferme, comme aujourd'hui Daniel, mi-agronome, mi-VRP. Officiellement, il est là à titre gratuit pour donner des conseils. Alors ici, voilà une de nos nouvelles espèces de maïs transgénique. Elle sera disponible à partir du mois de mars. La technique des semenciers s'imposait comme des interlocuteurs privilégiés. Dans cette région semi-aride en proie aux attaques d'insectes, 60% des agriculteurs se sont déjà laissés convaincre. Les transgéniques, pour nous, c'est la tranquillité. On n'a plus à se préoccuper en permanence de l'état de nos cultures. L'entretien est plus facile, les plantes sont plus vigoureuses. C'est la tranquillité. En 2003, après les premiers scandales de contamination, l'Europe a rédigé des recommandations pour la culture des OGM.
Des recommandations dites de coexistence. Elles n'ont pas force de loi en Espagne, mais Pionir est fier de nous montrer qu'il les respecte à la lettre. C'est écrit là qu'avant d'ouvrir le sac, il faut lire attentivement le prospectus. On recommande de laisser 20 mètres de séparation entre champs OGM et champs non OGM, et aussi de conserver du maïs conventionnel sur 20% de la surface. Des normes jugées insuffisantes par les écologistes et qui ne font l'objet d'aucun contrôle par les autorités. De toute façon, dans la pratique, la contamination se fait aussi dans les coopératives. Par manque de moyens et de structures, elles ont fini par traiter dans le même silo le maïs transgénique et traditionnel. Par facilité, la totalité de la production se retrouve de fait étiquetée OGM. José Angel est l'un des rares en Aragon à maintenir une filière traditionnelle. Un choix coûteux car il exige des contrôles permanents. L'entreprise qui achète le maïs, 3000 tonnes par an, analyse les échantillons comme celui-ci à toutes les étapes de la production. Si dans ce stock, un seul grain de maïs transgénique est décelé, rien ne sort de là. La plupart de ces entreprises qui achètent du maïs traditionnel ont déjà choisi de se tourner vers l'importation. Pour José Angel, chaque année, c'est donc la crainte qu'un seul grain de maïs transgénique lui fasse perdre son unique client. Sous couvert de leur donner le choix, l'Europe laisse les agriculteurs seuls face aux conséquences des OGM. Ce matin, Juan Carlos va rencontrer le président du comité aragonais d'agriculture écologique avec l'espoir de se faire indemniser pour ces contaminations. Si ce maïs est contaminé, à qui la faute? J'ai pas envie de faire un procès à mon voisin. Alors je suis coincé. Je peux plus rien faire. Pour le moment, il n'existe aucun recours, mais pour ces agriculteurs, la responsabilité est politique. Antonio Ruiz s'est déjà rendu 2 fois à Bruxelles pour plaider cette cause. Il a le sentiment de prêcher dans le désert. Ils se bouchent les yeux à la Commission européenne et ils se voilent la face. Que font-ils? Ils autorisent de nouvelles variétés d'OGM. À qui la faute? Alors voilà, on traverse toute une partie de l'Europe. On va de l'Espagne ici à Bruxelles pour parler donc des OGM avec 2 invités. Sandrine Bélier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes députée européenne française du groupe des Verts. Et face à vous, Philippe Gracien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du groupement interprofessionnel des semences. Donc en fait vous êtes le représentant en quelque sorte des semenciers français. Je voudrais vous demander à tous les deux d'abord qu'on fasse un petit point rapide sur l'état des autorisations ou des interdictions en ce qui concerne les OGM en Europe, parce que c'est important ensuite pour peut-être alimenter notre débat. Sandrine Bélier, où est-ce qu'on en est actuellement en Europe? Je pensais que vous poseriez la question à la personne qui aujourd'hui... La galanterie fait qu'on s'adresse aux dames. On a une réglementation européenne aujourd'hui qu'on juge, et sans surprise, assez insatisfaisante. Il y a un certain nombre d'espèces de maïs génétiquement modifiés qui sont autorisés à la commercialisation et à la culture, puisque c'est 2 types d'autorisations différentes. Il faut bien les distinguer. Le dernier dossier en date, on en a beaucoup entendu parler, c'est ce que j'appelle le dossier de la patate chaude, c'est la patate Amflora, qui n'est pas a priori destinée à l'alimentation, mais qui tout de même pose les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes problèmes liés à la culture des OGM, des organismes génétiquement modifiés en plein champ. Et ensuite, voilà, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Avant cette autorisation qui est donnée à l'échelle de l'Union européenne, on a des procédures d'évaluation qui sont réalisées par une agence européenne, qui est l'EFSA, et dont les procédures d'évaluation sont aujourd'hui à la fois critiquées et critiquables. Alors, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Philippe Gracien, comment vous qualifieriez, comment se situe l'Europe en matière d'OGM par rapport aux autres continents? Par rapport aux autres continents, je pense que Mme Bélier a parlé de réglementation. Effectivement, l'Europe a une réglementation qui est très stricte, qui est compliquée, qui donne un certain nombre de garanties aux utilisateurs, aux consommateurs et aux citoyens, tant sur le plan qualité sanitaire, bien entendu, que problème vis-à-vis de l'environnement. Pour compléter ce qu'a dit Mme Bélier, je voudrais souligner que les autorisations à la commercialisation, il y a plusieurs espèces qui sont autorisées, et en particulier le soja
et qu'il y a beaucoup de soja génétiquement modifié qui est importé en Europe parce que c'est un des aliments importants pour nos élevages européens. C'est une source de protéines puisque nous sommes très déficitaires en Europe en matière de protéines végétales. Alors quand on est en plein dans le débat sur les OGM, en fait on entend souvent mais il faut absolument autoriser plus d'OGM en Europe parce que l'Europe est très en retard. Est-ce que c'est vrai ? Par rapport à d'autres continents, et en particulier le continent américain et les États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de plantes génétiquement modifiées qui ont été autorisées, avec divers types d'autorisations, avec des résistances à des insectes, des résistances à des virus, des tolérances à des herbicides. Alors ça concerne le coton, le maïs, le soja, le colza. Ce sont les principales espèces aujourd'hui qui ont eu des modifications génétiques. Et on importe ces produits, ces plantes en France ? Oui, en particulier des autorisations en Europe pour le soja, comme je vous le disais, pour le colza et pour le maïs. Sandrine Bellier, le reportage que vous avez vu là, donc en Espagne, avec ce problème autour de la contamination, j'imagine qu'évidemment ce sont des problèmes que vous connaissez bien. Est-ce que ce que vous voyez là, je dirais, correspond à ce que vous savez de la réalité sur le terrain ? Oui, et puis j'aimerais agir au moins sur 2 points. Par rapport à la situation américaine, c'est vrai que l'Union européenne est particulièrement attentive et préoccupée à préserver la sécurité sanitaire, alimentaire et protectrice de l'environnement, plus que ne le sont les États-Unis. Et pour preuve, je vais donner simplement une actualité. Hier, en commission environnement, nous avons acté le fait de refuser l'importation de viande clonée. Voilà, alors peut-être qu'il y a un chemin d'avance aux États-Unis, mais en termes de procédure d'évaluation sur l'innocuité, et notamment d'un point de vue sanitaire d'un certain nombre d'organismes génétiquement modifiés, nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'assurer à la population, aux citoyens européens, qu'il n'y a absolument aucun danger à long terme, à moyen et long terme, par l'ingestion d'organismes génétiquement modifiés. Vous êtes d'accord avec ça ? Le problème du long terme est un problème difficile. Je crois que les tests qui sont faits aujourd'hui sont des tests de toxicité qui disent que effectivement la plante génétiquement modifiée n'est pas toxique. Et heureusement, autrement elle ne serait pas autorisée, bien entendu. Mais avec des protocoles, et c'est une des choses qu'on remet en question, c'est-à-dire qu'on a, pour les produits pharmaceutiques, on a des procédures d'évaluation et des protocoles qui sont particulièrement précis et qui nous garantissent véritablement, avant la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, une véritable, ça ne présente aucun danger pour la santé humaine. Dans le domaine des organismes génétiquement modifiés, aujourd'hui, les procédures et protocoles d'évaluation qui sont réalisés à l'échelle de l'Union européenne sont beaucoup plus, je le disais, contestables parce que beaucoup plus légers et ne s'appuient pas, alors qu'on pourrait le faire, sur ces procédures. Vous l'avez dit, on établit la toxicité, mais on ne va pas jusqu'à établir et garantir l'innocuité d'un produit génétiquement modifié pour la santé humaine. Alors on va repartir quelques secondes en Espagne parce que l'une des personnes, l'un des agriculteurs que vous avez vu dans le reportage a une question, en fait d'ailleurs 3 questions à vous poser. Regardez. Pourquoi est-ce que les agriculteurs qui ne souhaitent pas cultiver d'OGM ne sont pas protégés par une loi? Pourquoi est-ce que tous les produits fabriqués à partir d'OGM ne sont pas correctement étiquetés? Pourquoi est-ce que les industriels ont plus de pouvoir que les consommateurs? Alors voici donc cette question. Qui veut répondre? Peut-être Philippe Brassien? Oui, si vous voulez. Alors l'étiquetage, il y a des règles communautaires en matière d'étiquetage, puisque tout produit qui contient des OGM ou qui est fabriqué à partir d'éléments contenant des OGM doit être étiqueté. Et même si un produit n'est pas fabriqué à partir d'OGM, mais qui contient de façon accidentelle plus de 0,9% d'OGM, il doit être étiqueté comme contenant des OGM. Donc aujourd'hui, c'est quoi la proportion, par exemple, des produits qui ont des OGM et ceux qui n'en ont pas? Dans l'alimentation humaine, il y a très peu de produits aujourd'hui qui contiennent des OGM. Par contre, dans l'alimentation animale, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des protéines végétales que nos animaux consomment contiennent des OGM, puisque ce sont des choses qui sont importées du continent américain essentiellement. Peu, hein. On sait peu en fait qu'il y a qu'on consomme énormément de produits OGM parce qu'il y a des importations. Indirectement. Indirectement. Sur l'étiquetage, Sandrine Bellier?
La question qui est posée là, et c'est notre principale préoccupation, et au-delà de l'application du principe de précaution, c'est la transparence, cette question de traçabilité et la question du choix. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui permet de choisir ce que l'on a envie de produire et qui permet de choisir ce que l'on a envie de consommer? Moi, j'ai tendance à penser que non, c'est insuffisant. On a en effet un étiquetage, on a une traçabilité. Encore une actualité d'hier, on a fait adopter en commission environnement l'étiquetage de la viande qui est alimentée par des produits OGM. Donc aujourd'hui, on voit il y a un certain nombre d'insuffisances encore. Et puis il y a cette question de coexistence et du choix d'un agriculteur de produire du conventionnel, de produire du bio ou de l'OGM. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que le système est en effet organisé de telle manière qu'il y a une prégnance de l'agroalimentaire sur le monde rural et agricole qui ne laisse pas l'entièreté du choix. On va vous laisser le mot de la fin, si vous êtes d'accord, Philippe Gracien, parce qu'on voudrait vous montrer maintenant un tout petit clip vidéo. Vous savez que le 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Cette année, on fête en plus le 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. Et la représentation française de la Commission européenne à Paris a décidé de mettre sur Internet un petit clip vidéo. Vous allez voir, alors je ne sais pas si ça va forcément faire venir du monde pour la fête de l'Europe, mais en tout cas, ça fait du ramdam, comme on dit maintenant sur Internet. Regardez. J'ai trouvé le spot pour la fête de l'Europe. Ok, balance le pitch. Imagine, le 9 mai, île de Christmas Island. Des milliers de crabes se ruent vers une destination inconnue. Pourquoi? Comment? Le monde entier s'interroge. Révélation, ils veulent faire la fête avec leur cousin européen, Jackie Courteau. Tu les bloques ou quoi? Mais Jackie, il est mortel. Il est mort tout court, ouais. Regarde comme il a du groove, il est incroyable. Il lui manque que la parole. Je parle. Tout à fait. Un peu plus rappeur pour les jeunes. Mais non, le bling bling c'est dépassé, c'est pas assez européen. On va plutôt utiliser ou reprendre des bons vieux clichés bien fédérateurs. Et pour l'anniversaire de la déclaration Schuman? Pas assez festif. Non, je pensais plutôt illustrer l'union entre les peuples. Mais tu les bloques ou pas? Bon, alors on revient sur le côté disco, adaptation d'un grand classique. Où sont les crabes avec leurs pinces formidables? Chaîne avec Emel Gatoff. Okay, mais c'est quoi la chute? Tiens-toi bien. Tout le monde en pince pour la fête de l'Europe. C'est mortel, non? Je sais pas quoi dire. Je suis content que t'apprécies mon travail. Voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Alors sachez que pour la fête de l'Europe, il n'y aura pas uniquement que des crabes, mais également des journées portes ouvertes. Ici à Bruxelles, ça sera samedi 8 mai, et à Strasbourg le dimanche 9 mai. Et on se retrouve ici même au Parlement européen, à Bruxelles, la semaine prochaine. Excellente suite de programmes sur les chaînes parlementaires.